Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire de Vaelia, Adobe, la Creative Cloud. Je suis accompagné de Montoya Maxime, qui est notre formateur et présentateur pour ce webinaire. Vous êtes déjà pas mal nombreux en ligne. Je vous invite à lever la main, savoir si tout va bien au niveau du son. Levez la main, savoir si tout va bien. Je vois une, deux. Parfait. Alors, je suis accompagné de Maxime qui va nous faire la présentation de la suite Adobe, un petit peu d'historique, à quoi ça sert les différents logiciels, et ensuite des démonstrations, des bonnes pratiques et des deux, trois idées, outils et méthodes simples à mettre en place de ce que vous permet la suite Adobe. Euh, Sachez que vous avez un chat sur lequel vous pouvez nous poser des questions. Ces questions, on y répondra ou au fil de l'eau ou en fin de webinaire avec Maxime. Donc voilà, donc je vous dis, installez-vous bien confortablement. On va être avec Maxime, on va vous dérouler un slide qui sera en deux parties. Une partie présentation de l'historique d'Adobe Cloud et une partie qui sera plutôt une partie de démonstration. Maxime, je te laisse la main pour un petit peu nous présenter qu'est-ce que c'est Adobe, à quoi ça sert, et un petit peu son historique dans un premier temps. Oui, très bien, je te remercie, Guillaume. Alors, je me présente, je m'appelle Maxime Montoya, donc je suis formateur sur la Creative Cloud et je connais ces logiciels parce que je les pratique depuis bien longtemps, depuis une trentaine d'années. Donc, j'ai eu la chance de voir éclore la PAO à la fin des années 80, début des années 90, et du coup, j'ai eu la possibilité de les voir évoluer et de les voir monter en puissance et s'installer dans le monde de l'image, de l'édition, de l'imprimerie et de la bureautique et dans notre quotidien, puisque on est tous impactés par le travail qu'a fait Adobe. Alors, on va faire un petit peu d'histoire rapidement, hein, bien sûr, notamment pour comprendre ce que c'est que cette histoire de ces logiciels Adobe. C'est au départ la création et l'invention d'un langage qui a bouleversé, mais littéralement, des domaines entiers de l'industrie, notamment l'industrie du livre, l'édition, l'imprimerie, les métiers de l'image au sens large, hein, puisque ça a impacté les photographes, les illustrateurs et quantité d'autres métiers, mais aussi le monde de la bureautique, puisque grâce au langage PostScript, la première imprimante laser a pu être mise au point et elle est apparue dans les bureaux avec une véritable révolution dans la rapidité d'impression et la qualité et la multiplicité des polices de caractères qu'on a vu éclore grâce à ce langage et grâce à l'invention de ces deux cofondateurs de la société Adobe. Voilà, donc on se rend compte que c'était un véritable bouleversement, puisqu'on voyait enfin à l'écran ce qu'on voulait concevoir, c'est-à-dire une composition, une maquette, une illustration. Tout cela était tout à coup réalisable et visible grâce à l'invention du langage PostScript. Et c'est à ce moment-là que la PAO est née, tout simplement. Alors, rapidement sont nés, suite à cela, les premiers logiciels qui sont le socle, hein, qui sont la base de la Creative Cloud. Le premier qui a été créé et qui a changé le monde de l'illustration et de la typographie, c'est Adobe Illustrator, qui est un logiciel d'illustration vectorielle. On verra ça en détail tout à l'heure. Bien sûr, le fameux Photoshop, qui est incontournable dans le monde de l'image et de la création, logiciel orienté pixel. On en parlera un peu plus longuement. Plus tard est arrivé InDesign. Alors InDesign, c'est le logiciel de mise en page par excellence. J'appelle ça un intégrateur, c'est-à-dire que grâce à lui, on va gérer des documents multipages et on va intégrer plein d'éléments dedans. On va faire beaucoup de choses avec ce logiciel InDesign. Et enfin, en 93 est apparu Acrobat, que vous connaissez sans doute tous. Et avec Acrobat est apparu le PDF, qui est un format de fichier extraordinaire, on aura l'occasion d'en parler, et qui a bouleversé lui aussi la façon d'échanger des documents. Bien sûr, dans la suite, la Creative Cloud aujourd'hui, il y a beaucoup plus de logiciels qui ont été implémentés avec le temps. On aura l'occasion de voir ça très rapidement. Alors, Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel de retouche d'images, de création numérique, qui permet de faire des montages complexes. Donc, vous avez ici en illustration un template qui est celui sur lequel on va travailler pour faire notre communication digitale pour les réseaux sociaux.
hein, que je vous ai mis ici en exergue, mais ça vous montre aussi ce que peut faire Photoshop, c'est-à-dire des montages surréalistes. Hein. J'ai pris vraiment des exemples un peu hors normes pour vous montrer ce qu'il est capable de faire. Donc on peut faire du flyer, de l'affiche, mais vraiment des créations à part entière, et ça va très très loin dans les options, le champ du possible et la créativité que nous permet de laisser s'exprimer Photoshop. Mais il travaille essentiellement de la photo, des images de type pixel. Adobe Illustrator, c'est un logiciel qui est orienté illustration. C'est-à-dire il peut gérer du pixel, mais ce n'est pas du tout sa vocation. Sa vocation, c'est de créer des formes parfaitement structurées comme des logos, des icônes, des infographies, hein, telles qu'on le voit ici, hein, tout à fait à gauche. Donc c'est le logiciel vraiment que l'on va utiliser pour ce type d'image, donc non photographique à la base, mais par contre qui permet d'aller très très loin dans la possibilité, les modifications qu'on peut apporter à ce type d'information. La grande particularité des images vectorielles, c'est qu'elles n'ont pas de taille limite. C'est-à-dire que si vous avez la possibilité d'avoir une imprimante assez grande, vous pouvez imprimer sur une façade d'immeuble le logo qui vous intéresse. Il n'y a pas de problème de résolution, de définition, de taille. Voilà, c'est une des particularités d'Illustrator et du format vectoriel. Donc, ça, c'est Illustrator. Je continue. InDesign. Donc, avant qu'InDesign arrive, c'était le logiciel Express qui tenait la main sur tout le monde de l'édition et de la création. Et Adobe a imposé son logiciel phare, qui est InDesign, et qui est utilisé à 90%, 95% maintenant un peu partout. C'est le logiciel de PAO et de mise en page qui permet de créer des affiches, des magazines, des flyers, des slides, notamment le slide avec lequel je vous présente tout ceci a été fait intégralement avec InDesign. Des contenus pour mobile, enfin, vous allez voir qu'on peut faire des PDF interactifs, c'est ce que j'ai prévu de vous montrer rapidement tout à l'heure. Voilà, c'est vraiment un logiciel extrêmement puissant qui vous permet de faire quantité de contenu. Et enfin, Acrobat. Alors, je parle d'ici Acrobat Pro, qui est la version évidemment augmentée de l'Acrobat Reader que vous avez peut-être sur vos postes de travail, et qui permet d'aller aussi très très loin dans la modification de PDF. Mais son point d'orgue, en fait, c'est sa capacité à gérer des formulaires. Hein, vous avez sans doute déjà rempli des formulaires via Internet. Donc, c'est un logiciel qui permet non seulement de créer des formulaires complexes, de faire en sorte qu'on puisse les remplir sur Internet, mais qui permet aussi de les récolter, de les ramener, d'apposer des signatures, de sécuriser des formulaires, de sécuriser des documents via des signatures numériques. Donc, c'est vraiment un outil aussi extrêmement puissant et qui est utilisé partout. Voilà. Donc, ces 4 logiciels, on va s'arrêter là sur les 4 logiciels majeurs. Ce sont vraiment ceux qui tiennent la corde et qui sont utilisés à peu près dans tous les domaines de l'édition et de la production de documents. Alors, quelques chiffres hein, pour qu'on se rende compte de l'impact de ces logiciels et de leur diffusion. Eh bien, c'est actuellement 26 millions de comptes Creative Cloud qui sont activés dans le monde. Donc, c'est à minima 26 millions d'utilisateurs, mais sans doute bien plus, hein, puisque on peut partager des postes. Évidemment, plusieurs personnes peuvent travailler sur le même compte. Pas au même moment, hein, bien sûr, je précise. C'est aussi l'accès à tout un écosystème, notamment 150 millions de photos avec le Adobe Stock, 85 millions d'illustrations vectorielles, des millions de vidéos, des centaines de polices de caractères. Voilà, c'est ça aussi la Creative Cloud. Ce qui veut dire ceci, et j'insiste beaucoup sur cette idée-là, c'est qu'à partir du moment où vous travaillez avec ces outils, eh bien, sachez que forcément, dans le monde, parmi les gens avec lesquels vous allez échanger, avec vos fournisseurs, vos prestataires, vos collaborateurs, il y a forcément parmi ces personnes-là des gens qui travaillent et qui utilisent la Creative Cloud.
Pourquoi mettre l'accent là-dessus? Ça veut dire simplement qu'il va y avoir des capacités d'échange beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus sécurisées, beaucoup plus fluides dans le workflow que vous allez pouvoir mettre en place et qui va faciliter le travail, votre travail et votre productivité, sachant que vous travaillez avec les mêmes outils que ceux qui vont collaborer avec vous, que ce soit de manière continue ou ponctuelle. Le fait donc de disposer d'une licence Creative Cloud, au-delà de tous les logiciels que ça ouvre, que ça permet d'utiliser, ça vous permet d'avoir des bibliothèques. Alors, des bibliothèques, c'est simplement, comme son nom l'indique, des containers dans lesquels on va disposer, importer nos documents Photoshop, Illustrator, InDesign. On va aussi importer des éléments graphiques comme les couleurs, des dégradés, des typographies, vidéo, son, voilà. Et en fait, l'intérêt, c'est que avant que cette bibliothèque cloud existe, on était obligé d'exporter d'un logiciel à l'autre ces éléments-là pour pouvoir les réimporter. Et c'était assez fastidieux. Aujourd'hui, plus besoin de faire ça. On a dans chaque logiciel l'accès à notre bibliothèque, à nos bibliothèques, parce qu'il peut y avoir autant de bibliothèques que, je dirais, que de clients potentiellement. Et vous pouvez avoir accès à toutes vos ressources simultanément sur chacun des logiciels que vous utilisez et partager ces ressources avec d'autres personnes, le cas échéant. Donc, c'est vraiment tout un écosystème qui est en place et qui est à votre disposition grâce à cela. Voilà, là je vous montre une petite interface de la Creative Cloud elle-même, dans laquelle vous avez la possibilité de voir votre bibliothèque. Alors, tant qu'à faire, on va la lancer. Voilà. Alors, voilà la bibliothèque cloud. Votre interface avec les logiciels dont vous disposez. Vous voyez qu'il y a du monde. Les fichiers qui sont les vôtres avec notamment les bibliothèques. D'accord? J'ai des bibliothèques qui sont à ma disposition. J'ai ici une bibliothèque Vaelia avec des visuels, avec des couleurs que j'ai prédéfinies, que je peux utiliser partout, dans tous les logiciels que je veux, dans tous les cas de figure qui m'intéressent, des ressources diverses et variées. Voilà. Et enfin, j'ai la possibilité, alors je vais réduire un peu tout ça, j'ai accès aussi à des polices de caractère que je peux activer ou désactiver à volonté. Et tout ça, voilà, c'est à ma disposition. Et ça fonctionne vraiment très très bien, puisque sachez que la gestion des polices de caractère et la qualité des polices de caractère que propose Adobe est vraiment de premier ordre. Donc c'est une vraie bibliothèque pour pouvoir compléter ses ressources en interne et pouvoir en fait industrialiser sa production sans devoir acheter de ressources complémentaires. C'est des Voilà. polices et des vidéos sur lesquelles on a tous les droits, Maxime? Alors, dans le Adobe Stock, via votre abonnement initial, vous avez accès à certaines ressources gratuites. Alors, il y a des centaines ou des dizaines de milliers de ressources qui sont gratuites. D'accord? Adobe, c'est une société qui vend des produits aussi. Donc, on n'a pas nécessairement accès à toutes les ressources gratuitement. C'est-à-dire que, alors pour les polices de caractère, il n'y a aucun problème. Pour certaines vidéos, certaines images, il n'y a aucun problème. Certaines sont gratuites. Je précise aussi que dans toutes ces ressources, il y a ce qu'on appelle des templates, des modèles déjà prédéfinis. C'est très important ça parce que c'est ce que j'ai utilisé dans la démonstration qui vont suivre. Donc, des templates, ce sont des modèles à notre disposition qui sont de très bonne facture et qui nous permettent d'aller modifier ces templates pour les personnaliser sans avoir nécessairement des compétences en tant que graphiste et créatif. Voilà. Mais donc, le Adobe Stock ne propose pas gratuitement la totalité de son catalogue, soyons clairs. Mais il y a quand même beaucoup de choses à faire, il y a quand même beaucoup de possibilités. Et les polices de caractère, elles, sont tout à fait activables. C'est ce qui vaut le coup parce que aujourd'hui, pour produire des documents de qualité, il faut des polices de qualité
Et quand même, il faut se dire que une police de caractère, si elle est de qualité, ça s'achète 10, 20, 50, 60 euros, la police de caractère. C'est le prix d'une police de caractère de qualité aujourd'hui. Et Adobe propose ces polices gratuitement, en tous les cas, pas gratuitement, mais dans le cadre De de l'abonnement. l'abonnement Creative Cloud. Voilà. Alors Maxime, le temps que tu ailles basculer pour faire la démonstration, on avait une question d'interface. Est-ce que l'interface est le même sur PC que sur Mac? Alors, tout à fait. Hein. Alors, d'ailleurs, l'interface que vous allez voir, c'est une interface Mac. Moi, personnellement, je travaille sur Mac depuis 30 ans. Je fais toutes mes formations sur PC et il n'y a strictement aucun problème. Il y a juste un petit raccourci clavier qu'il faut juste réinterpréter à titre personnel, mais c'est tout, ça s'arrête là. L'interface est la même, hein, donc il n'y a pas de problème d'adaptation, c'est-à-dire s'il y a des craintes de cet ordre-là, sachez que de passer de, de Photoshop Mac à Photoshop PC et inversement ne pose aucun problème. Voilà. Ok, tu pars sur la démonstration, on aura ensuite une question sur la partie formulaire et PDF, mais on va la traiter à la fin, celle-là, Ouais. quand on arrivera aux questions-réponses. Je te laisse prendre Ok, la main pour faire un peu plus de démonstration. ok, c'est bon. Donc, ce que l'on va faire, on va travailler sur des visuels pour notamment Facebook, Instagram et Twitter. D'accord? Donc, les images, vous avez compris que les images aujourd'hui, elles avaient plusieurs vies. Hein. Avant, elles servaient à imprimer, mais c'est plus le cas. Maintenant, on imprime, mais en même temps, elles vont partir sur les réseaux sociaux, sur le web. Donc, voici quelques formats ici sur lesquels on va travailler. Et puis, pour commencer, on va modifier un logo, d'accord, qui est celui-ci, de façon à pouvoir le rendre plus attractif, plus lisible et aller l'incorporer dans la production que nous allons mettre en place. Donc, allez, on va tout de suite aller chercher Illustrator, voilà, qui est déjà lancé. Vous voyez l'interface d'Illustrator, tout le monde? Voilà. Donc, je vais ouvrir mon fichier. Voilà. Si dans le chat, vous pouvez lever la main pour confirmer que vous avez bien l'affichage des manipulations de Maxime, ce serait parfait, merci. Est-ce que pour vous, c'est OK? Ça a l'air ok, Maxime, c'est bon. Ça a l'air OK, très bien. Allez, on va sur. Alors, vous voyez, comme j'ai classé, c'est typique, hein, ce type de classement Illustrator, InDesign, Photoshop. En fait, c'est parce qu'on a trois natures de fichiers que l'on gère en général pour tout type de document concret. Donc là, je vais aller chercher une ressource qui est le logo que l'on m'a fourni ici. Voilà. OK. Et ce logo, il est là. Vous avez ici une version typique donc, de ce qu'est une image de type vectoriel. Alors, vous me dites, c'est pas très impressionnant. Mais une image de type vectoriel, ce sont des tracés, c'est un squelette, vous voyez, et je vais en faire en sorte de visualiser l'aspect de ce squelette. Donc, ce sont des tracés de type vecteur que l'on peut modifier de façon absolument totale. Il n'y a pas de limite dans les modifications qu'on veut et qu'on peut apporter à nos éléments. Ici, notamment, je voudrais obtenir ceci, c'est-à-dire que sur mon bureau, j'aimerais avoir quelque chose qui ressemble à ça. Vous voyez, avec les E complètement isolés de ce qui existe actuellement sur mon logo. Pour vous montrer ce que permet de faire Illustrator, et c'est vraiment un petit exemple hein, parce qu'on n'a pas le temps d'aller plus loin, mais je vais me mettre en mode tracé, puis vous allez comprendre. Je vais intervenir sur mes tracés, vous voyez, je vais couper ici mes éléments. Voilà. Et je vais revenir redessiner la barre horizontale de mon E. Voilà. OK. Voilà, j'arrive là. Ça me convient à peu près. Voilà. Très bien.
Bon, là ici j'ai un E, je ne vais pas m'amuser à refaire, c'est toute la force du vectoriel, je ne vais pas redessiner le E puisque j'en ai déjà un là. Eh bien, qu'à cela ne tienne, je supprime mon tracé. Vous avez vu la souplesse que ça permet d'obtenir. Voilà. Je vais sélectionner tout ça. Et je vais dupliquer le E comme cela. Ok, j'ai à peu près mon même problème ici. Moi, mon D ne me convient pas. Donc, en fait, ce sont des objets. En fait, on manipule des objets qui sont de type vecteur. Alors ça, c'est à la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance à le savoir comme ça. Mais je peux complètement modifier ces objets. Et ça, ce type de manipulation, c'est quelque chose qu'on peut faire très difficilement avec d'autres types de logiciels. Vous voyez? Voilà, c'est compliqué de pouvoir le faire autrement. On va le joindre comme ça. Mon D, il va avoir une petite allure un peu rigolote. Okay. Et à ce moment-là, regardez, si je veux modifier les espacements de ces formes, la distance entre ces formes, il n'y a pas de problème, je peux le faire à n'importe quel moment. Donc, on manipule des objets. Voilà, je vais remonter un peu la semelle, il n'y a pas de problème. Je remonte la semelle. Et j'ai accès à des catalogues de couleurs, des couleurs que je peux créer totalement. D'accord? Et regardez, si je veux coloriser mon logo, ici, il n'y a pas de souci. Je prends ma couleur et je l'applique avec ou sans dégradé. Vous voyez, si je veux appliquer un dégradé, il n'y a aucun problème. Je peux modifier l'aspect de ma forme. Et constater une chose, c'est que quand je zoome fortement, c'est la particularité du vecteur, la qualité reste absolument parfaite. Ça, c'est ce qui caractérise les images de type vectoriel. D'accord? Voilà. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir la possibilité d'insérer ce logo, mais je vais unifier sa couleur, c'est-à-dire que je veux changer sa couleur ultérieurement dans Photoshop, dans lequel je vais finaliser mes visuels. Donc, je n'ai pas besoin de le coloriser comme je le fais là, ici. Je sélectionne la totalité. Je vais lui appliquer une couleur, un gris pâle, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Et je vais faire un enregistrer sous à partir de cette méthode. Voilà. Et je vais l'appeler logo blanc. OK. C'est validé. La possibilité que j'ai aussi, regardez ce que j'affiche ici. J'affiche la fameuse bibliothèque Cloud. Voyez-vous? Alors, ce que je vous ai montré tout à l'heure, je le retrouve ici, dans Illustrator. Vous voyez, j'ai une petite icône qui est bibliothèque. Et dans cette bibliothèque-là, je retrouve tout ce que j'ai mis dans le cloud, donc dans mon compte Adobe. J'ai des couleurs, j'ai des dégradés. Et là, j'ai notamment des logos. Alors, je vais prendre ici le logo en question, et je vais le glisser dans la bibliothèque. D'accord? Et le logo, vous voyez, maintenant est intégré dans la bibliothèque cloud, en plus d'un enregistré sous que j'ai fait à l'instant. On va quitter Illustrator. Je vais quitter Illustrator. Est-ce que la fluidité est convenable pour vous? Est-ce que c'est OK en termes de fluidité? Vous m'entendez? Ouais, je t'entends, Maxime, Ah c'était d'accord, coupé. OK. Ouais. OK, Voilà, tout le monde t'entend bien. Il y a que moi qui ai eu petite coupure de son. d'accord. OK. Donc, ce qu'on va faire maintenant, vous revoyez mon slide? Oui, c'est bon. Très bien. On va maintenant faire les modifications pour le visuel qui est destiné à Instagram, à Twitter, etc., via Photoshop. D'accord? Alors, Photoshop, justement, vous allez voir un peu l'intérêt de ce qu'il vous propose. On va faire
plusieurs choses ensemble. Alors, je vais le lancer. Vous voyez l'interface de Photoshop? Oui, donc ça, c'est des fonds d'écran qui sont déjà faits, c'est des fonds qui sont déjà Voilà, construits, c'est ça? c'est une page d'accueil, voilà, qui vous propose des ressources, notamment pour découvrir l'application. Hein, c'est des choses qui sont fournies en standard avec Photoshop. Voilà, c'est des petites ressources qui sont mises à votre disposition. Là, ce qu'on va faire, on va les ouvrir. Donc, les documents que j'ai prévus pour vous. Voilà, si la souris veut bien s'activer. Donc, on va travailler sur un template que j'ai récupéré gratuitement. Voilà, donc qui est un modèle qui nous permet de modifier à souhait. C'est un principe de base. Hein. Je me suis mis à la portée des personnes qui ne sont pas graphistes nécessairement, mais dans le cadre des formations que l'on propose, vous allez apprendre à faire tout ce qu'on est en train de faire actuellement. Alors, ça, c'est important. J'ouvre ce document. Voilà. Et là, on se retrouve avec ce fameux document qui va partir sur les réseaux sociaux, qu'on va décliner, qu'on va modifier. Donc, comme c'est un template, il y a un texte, ce qu'on appelle un faux texte, qui n'a aucune importance pour nous pour le moment. Hein, l'idée, c'est de modifier tout cela. Donc, première chose, j'ai besoin d'insérer d'autres images que celles qui sont fournies, hein, puisque j'ai besoin de modifier les choses. Donc, je vais ouvrir une image. Et là, ce que je vais vous montrer, c'est quelque chose qui est typique d'un montage Photoshop. Voilà. Alors, regardez bien. Ici, je crois qu'on va vraiment rester sur cet exemple-là. On a un coureur et vous voyez, vous constatez que l'image est plutôt sombre, d'accord, et qu'on veut absolument le détacher de son fond, d'accord. Et je vais vous montrer comment détacher ce coureur de son fond, le détourer et corriger les couleurs de façon à le rendre bien plus intense et attrayant que ce qu'il est actuellement. Alors, on va utiliser les outils de détourage, les outils que vous allez apprendre à utiliser dans le cadre des formations. Et pourtant, vous voyez que le fond n'est pas forcément simple, mais vous allez voir qu'on peut faire des choses étonnantes. Voilà. En fait, on va détourer le personnage un peu comme si on peignait sur le personnage. Vous avez compris. Hein. Voilà. C'est ce qu'on avant on appelait le détourage automatique. Là, on est plutôt sur un C'est le détourage détourage. assisté, c'est ça? Là, c'est un détourage qui est beaucoup plus pointu. Voilà. Et de toute façon, même si ça ne marche pas du premier coup, on peut tout modifier ultérieurement. C'est ce qui fait la grande force des nouveaux outils hein, que propose Photoshop. Vous voyez, là, je ne suis pas non plus voilà. Je ne me soucie pas trop de l'exactitude, puisque tout ça va être modifié a posteriori. Voilà. Okay. Enfin, on ne va pas lui couper la tête, le pauvre. On va essayer de le garder intact. Voilà. Et Maxime, ça marche quelle que soit la qualité de l'image. Est-ce qu'il y a quand même un élément en Bah, particulier pour le fichier source? le principe il est toujours le même. Hein, c'est-à-dire que mieux l'image est au départ, et plus grande sera l'image,
plus précis sera le détourage. D'accord? Mais bon, il n'y a pas nécessité d'avoir des images avec des millions et des millions de pixels hein, pour faire ce que je fais. Hein. Hein, des fois, vous faites avec les éléments, ceux qui font un peu de créa le savent, hein, vous faites avec les éléments qu'on vous donne. Hein. Et des fois, on n'a pas 50 000 solutions. Voilà. Donc, je vais quand même lui récupérer son pied gauche. Voilà. Et on va dire que c'est pas trop mal. Alors, le temps qu'on va prendre à faire ce que je fais va dépendre aussi des exigences qu'on a et de la taille finale du document. Hein. Si c'est une toute petite image, on ne va pas y passer des heures. Ça n'a aucun intérêt en termes de productivité, ce n'est pas l'idéal. Et regardez bien, on va utiliser un outil. Voilà. Et cet outil-là, je déplace un peu parce que je n'ai pas accès à toute mon interface. Voilà. Cet outil-là va nous permettre, je reviens là, voilà, de détourer et d'affiner la qualité du détourage. Vous voyez, il y a encore des imperfections là. Hein, qu'à cela ne tienne, je vais rapidement, voilà, modifier certains réglages que vous verrez lors des formations. Hein, vous allez voir qu'on commence à affiner le détourage. OK. Voilà. Ça commence à être pas mal. Vous voyez qu'il y a encore des choses qu'on peut tout à fait améliorer ici. D'accord. Et là, après, je vais utiliser d'autres outils si j'ai besoin, notamment de récupérer des informations, vous voyez, ici. Voilà. J'ai vu que j'avais enlevé les choses ici. Là aussi, je récupère les informations. Donc, en fait, le détourage, ça devient, je n'allais pas dire un jeu d'enfant, parce que ça serait vraiment pas très... vous voyez, là, on dirait qu'il y a des petits soucis. Voilà. Bon. Alors, on va considérer que c'est bon. Hein, vous allez être charitable avec moi. Et on va, à partir de ce détourage, valider. Et on se retrouve avec d'autres personnages qui est complètement isolé de son fond. À partir de là, et ça c'est un passage obligé le détourage, donc il faut vraiment apprendre à le maîtriser. Et avec cet outil-là, on est capable de détourer même des cheveux, voyez-vous. Alors je vais vous montrer un truc de graphiste qui va consister à, on va aller chercher, on va lui donner de l'éclat, vous voyez qu'il est un petit peu terne. Donc on va, grâce à l'outil pipette, on va aller prendre la couleur de sa chair, d'accord, qu'on va remplir sur un calque et qu'on va mettre en négatif, voyez-vous, et en mode division. Voilà. Et là, ce cher monsieur, voilà, j'ai déjà modifié un petit peu. Je ne sais pas quelle couleur vous avez vous, hein, mais Alors ça, c'est une question assez classique, hein, Maxime, sur la différence entre guillemets, toi, ce que tu vois et ce que nous voyons aussi sur tout notre à écran. fait, C'est un point qu'on voit dans les formations. Est-ce que tu exact. peux en revenir pendant que tu fais les manipulations? C'est cette question de la chroma? Alors, tout ce qui touche à l'aspect justement chromie, c'est quelque chose que l'on voit systématiquement dans les formations. C'est-à-dire qu'on apprend à corriger la couleur des images et à modifier ces couleurs, et sachant que il faut travailler en interne, si possible, avec un écran de bonne qualité qui soit calibré, mais ça, bon, on en reparle au cours des formations, sachant que vous n'avez pas la main sur la qualité des écrans des personnes qui vont voir. Ça, c'est une évidence.
C'est-à-dire qu'en fonction des marques, en fonction des types d'écran, vous n'avez pas une certitude absolue de ce qui va être vu par les utilisateurs, sans parler de ceux qui vont modifier les réglages. Donc, l'objectif, c'est de travailler sur un fichier maître qui, lui, sera le plus juste possible par rapport aux normes actuelles. Et ça, c'est ce qu'on voit dans le cadre des formations. Hein. Et je le montrerai tout à l'heure dans le slide final, hein, qui permettra de montrer le contenu des formations. Et ensuite, regardez ce qu'on va faire. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Guillaume. Si, c'est bon. Voilà. Alors, après, ce qu'on fait, on va corriger l'image, on va corriger son exposition. Voilà. Okay. Vous voyez, donc j'ai le avant, après. Voyez-vous? Avant et après la correction. Voilà. À partir du moment où j'estime être satisfait de mon image, eh bien, il n'y a pas de problème. Je crée un groupe de tout cela et je vais aller l'emmener sur mon document dédié aux réseaux sociaux que je suis en train de créer. Voilà. Soyez un petit peu patient. Voilà, il est là. Tac, tac. Est-ce que j'ai tout? Il est bien détouré. Voilà. OK. Et donc là, j'ai un premier poste, voyez-vous. Alors, peut-être le faire. Ah, c'est ça. Mince. L'opacité. Voilà. Et ce que vous voyez, c'est que là, Maxime a oublié de faire une opération. Il peut revenir facilement sur le logiciel précédent et en fait, chaque interface ou chaque modification qu'il a fait est positionnée l'une sur l'autre, ce qui permet d'aller modifier celle qui pose souci. Voilà. Donc, j'avais fait une opération qui nécessitait un retour en arrière. Voilà, j'ai mon élément que j'ai importé et je vais ici le modifier, changer son orientation, voyez, et puis le basculer, pourquoi pas, sur un autre poste, c'est-à-dire que j'ai plusieurs éléments graphiques là, regardez, ici, voilà. Donc je vais le prendre et le glisser dans Images. Donc toute cette structuration avec les calques, c'est quelque chose que l'on voit lors des formations, ok, et que vous aurez la capacité d'utiliser en permanence lors de vos créations, qui vous permettront de faire à peu près ce que vous voulez, c'est-à-dire de modifier les personnages, de les détourer, de les isoler, de modifier leur chromie. Moi, je veux modifier encore un petit peu la chromie de mon personnage, luminosité contraste ici, voilà. Hein. C'est une méthode de travail que vous verrez dans la formation, parce que ce qu'on se rend compte, c'est que au-delà de la facilité de modification de l'outil des outils de la suite Adobe, ce qui est important, c'est d'avoir une méthode de travail. Le fait que, par exemple, Maxime organise ses fichiers en 3 postes, ça vous permet de modifier le même document sur 3 niveaux différents, ce qui vous permet d'industrialiser votre démarche. Aujourd'hui, on est sur le même document qui est Speedrun Let's Start. Qu'est-ce qu'on a fait? On a changé la chromie, on a changé le sens et on a changé l'image. Ça, sur le même document, quelque part.
Donc, ça vous exactement. permet vraiment d'industrialiser votre process. Alors, typiquement, ici, regardez, je veux décliner cette image via un autre format, notamment pour Twitter, qui est à 1024 par 512. Eh bien, il n'y a pas de problème, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire un nouveau plan de travail, d'accord? On va l'appeler Twitter, et il va faire 1024 pixels par 512. Voilà. Alors, Maxime, j'ai des personnes qui sont en ligne qui me font remarquer qu'on dépasse un petit peu le timing. Avec D'accord? Maxime, on a voulu un petit peu dépasser pour qu'on puisse vous montrer un peu du réel, en fait, Pas de directement problème. là-dessus. Donc, Maxime va finir ça et on va ensuite passer un petit peu sur nos conclusions et les questions-réponses qu'on va avoir. Donc, l'idée, c'était vraiment de vous montrer que, un, c'était assez simple. Deux, c'était industrialisable. Et trois, ce qui est important, c'est de respecter la structuration des méthodologies de travail qu'on fait. Et là, donc, typiquement, Maxime est en train de vous montrer qu'il a prévu donc une photo, un flyer qui est sur la gauche, qui est sur 2000 x 2000, et qu'il va l'intégrer directement sur le template qu'il a configuré pour être Twitter. Voilà. Et Voilà, là-dessus, exactement. ensuite, Ce qu'on est en derrière, train de faire. il a un petit habillage à faire que ça puisse rentrer sur son, on va dire son bas de page ou sa publication qui va être Twitter. Donc on va y revenir dessus, mais l'idée chaque fois dans cette démarche-là, c'est de se dire que la même image, le même contenu peut être, ce que je vais utiliser le terme n'est peut-être pas joli, mais être recyclé, retravaillé de manière simple, rapide et industrielle pour pouvoir l'utiliser sur l'ensemble des médiums et médias sociaux que vous allez utiliser. On reste sur la même idée avec une construction un petit peu différente, de manière très Exactement. très rapide. Vous voyez, en 3 minutes, on est parti du document initial avec le nouveau document. Voilà, et le texte, si j'ai besoin, je le remets là. Voilà, et je modifie l'aspect du texte, je modifie à peu près tout ce que je veux. Et là, j'ai fait en l'espace de quelques instants, hein, je suis passé voilà, d'un format Instagram à un format Twitter. Vous voyez? Et je peux tout modifier à chaque instant. Hein, vous voyez, j'ai la possibilité de modifier le personnage. Si je veux le faire partir dans l'autre sens, j'ai la possibilité de le faire, il n'y a aucun problème, etc., etc. Donc, autant de plans de travail que nécessaire et qui correspondront. Et si je veux exporter celui-ci, notamment le Twitter, le format Twitter, je vais dans les options. Alors, je me mets ici dans mes options. Je zoome. Voilà. Et je fais exporter sous. OK. Et là, je vais exporter ce fichier. Vous voyez ici, au format PNG ou au format JPEG. Je choisis le type d'export et j'exporte directement. Voilà. Voilà. Autre point, certains d'entre vous travaillent initialement avec des agences de communication ou de marketing qui vont vous faire ces supports-là et que vous allez vouloir modifier après. Pensez à toujours demander les fichiers sources et pas juste un fichier JPEG. C'est important d'avoir les fichiers sources pour que vous puissiez vous-même faire ces modifications-là qui sont faites par Maxime. Tu veux qu'on passe peut-être à d'autres aspects, le contenu des formations? On va passer peut-être aux questions-réponses et on va mettre derrière le contenu des formations. Déjà, j'ai une question qui est dans les formulaires PDF, est-ce qu'on peut insérer des images dans les espaces prévus, dans les espaces réponses? C'est-à-dire que lorsque la personne réponde, elle puisse envoyer une image? Je pense que c'est la question qui puisse envoyer l'image ou avoir affiché une image. Est-ce que c'est ça, Madame de Marais? Parce que si on veut communiquer une image et faire en sorte qu'elle soit insérée ou insérable, ça fait partie des choses possibles. Ok, alors je ne sais pas, j'ai pas la réponse. Madame de Marais m'a pas répondu. Voilà, donc on est avec. Oui, effectivement, excusez-moi, Madame de Marais, c'est insérer une image. Imaginons, voilà, il y a une question, je sais pas. Mettez une photo, mais genre, c'est pour un constat de véhicule abîmé. Mettez une photo de votre pare-choc avant. Est-ce que tu peux insérer la réponse avec une forme Oui, d'image? c'est faisable. C'est faisable, oui. Oui, oui. On peut, un Ouais. peu comme sur Internet, lorsqu'on vous demande
de joindre un fichier. Il y a des choses de ce type qui sont faisables. C'est un peu particulier pour du PDF, mais c'est des choses qu'on peut faire. Ouais. Ok. Et ça se fait facilement, en tout cas, ces PDF interactifs, Maxime? Alors, Quelle est la complexité qu'il peut y avoir sur ces types d'éléments-là? alors, les PDF interactifs, ça demande vraiment un travail structuré. Hein. C'est-à-dire il faut vraiment prendre le temps de réfléchir en amont à ce qu'on veut rendre interactif et quel type d'action on veut avoir. Typiquement, je vais vous montrer hein, ce que ça signifie. Je parle de PDF interactif et pas nécessairement comment on appelle ça, de formulaire. Mais regardez, regardez, vous voyez un peu ce que je vous montre ici? Ouais, on est dessus, Maxime, c'est bon. Voilà. Donc ici, c'est typiquement un PDF, mais qui est interactif, c'est-à-dire je clique à un endroit, vous voyez, et je peux me déplacer dans mon interface via des clics. Vous voyez, j'ai la petite main qui s'affiche sur l'image et je peux naviguer avec des boutons que j'ai créés. Vous voyez ici de part et d'autre, il n'y a pas de problème. Je peux naviguer sur mon PDF via les différents boutons que j'ai créés. Vous voyez, et ça, c'est du PDF interactif. Pour avoir ce niveau de design, le PDF est conçu sur InDesign et il peut être affiné et augmenté sur Acrobat. Voilà. Et du coup, il y a une cellule particulière, il y a une application particulière, quelque chose de particulier pour pouvoir utiliser cette insertion d'image. Tu sais ce que Madame Demaret demandait, savoir, voilà, il y a une question qui est posée dans votre PDF interactif, j'intègre une image, c'est situé où Alors, et quel outil on peut faire là, ça? typiquement, là, maintenant, je ne peux pas vous répondre sur cette problématique-là. Si on prend cet exemple-là que vous avez sous les yeux, tout ça a été mis en amont. Hein, donc ça a été conçu en amont. Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est créer un container dans le PDF de façon à pouvoir y joindre quelque chose. Ça, c'est quelque chose qui va se faire dans Acrobat. D'accord. D'accord. Et on fait des formations sur les PDF interactifs. Maxime, à quel moment tu vois ça dans les formations classiques qu'on réalise? Alors, ça, le PDF interactif, c'est vraiment dans le niveau un cran au-dessus. Ou alors, c'est une demande particulière et c'est quelque chose qu'on peut développer, nous, sur un niveau particulier. On peut orienter la formation sur l'aspect interactif. Je vais vous montrer typiquement, hein, je ne vais pas essayer de prendre trop de temps, je vais quitter Photoshop. Voilà. OK. Et pour vous montrer justement à quoi ressemble justement cet aspect d'interactivité sur InDesign. Mais en effet, on peut. Alors pour une initiation, ça me paraît un petit peu délicat, ou alors on oriente directement la formation dessus, c'est-à-dire on passe outre certaines notions de typographie un peu avancées qu'on voit normalement dans InDesign, de façon à se concentrer uniquement sur l'interactivité. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. Alors, je vais Ok. ouvrir le Le temps que document. Maxime a le faire une petite démonstration, est-ce qu'il y a d'autres questions? Euh, D'autres questions par rapport à la suite Adobe et l'utilisation qu'on peut avoir de celle-ci? Voilà. Alors, je suis là sur. Alors moi j'ai des questions plus techniques, Maxime. Est-ce que quand on utilise la suite Adobe, est-ce qu'à un moment ou un autre, il faut savoir coder? Maxime? Maxime, on t'a perdu. Grâce à des hyperliens ou des encres d'un endroit à un autre, vous voyez, et ces encres, elles sont là, elles sont modifiables si nécessaire. Il y a un problème, on peut naviguer dans le PDF, enfin dans le document. Ça se crée avec InDesign, hein, et ensuite, ça s'exporte en PDF interactif, et ça, vous obtenez ce qu'on voit ici.
c'est-à-dire un document PDF qui a la qualité, vous pouvez choisir la qualité d'image qui vous intéresse et qui sera la copie conforme de ce que vous aurez créé. Voilà, ça c'est important, avec des possibilités de créer des choses extrêmement attractives en termes de navigation notamment. Parfait, Maxime. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le cadre de ce webinaire sur la présentation de la suite Adobe avec 2-3 trucs et astuces qu'on a pu vous montrer pour savoir comment utiliser ces solutions-là? Avec Maxime, on est là pour répondre à vos questions. On dépasse un petit peu le temps prévu, mais voilà, c'est vraiment l'idée d'avoir un échange avec vous sur ces suites-là. Donc la question sur savoir est-ce qu'il fait, on a nécessairement besoin de coder pour aller plus loin dans la suite Adobe. Il n'y avait jamais de question de code dans Adobe. C'est bien ça, Maxime? Non, l'idée notamment même pour le PDF, c'est de ne pas toucher au code, hein. L'idée, c'est que vous soyez autonome grâce à des fonctionnalités qui sont intégrées au logiciel et que vous puissiez créer vos visuels de manière extrêmement intuitive. Ça demande un apprentissage, mais on est là pour ça. Mais en effet, après, vous avez une totale liberté et une totale maîtrise de vos visuels. Vous avez des questions? Avec plaisir. J'ai une question aussi sur la courbe d'apprentissage, entre guillemets, pour bien maîtriser la suite Adobe. Comment toi tu vois, alors c'est une question assez complexe, hein, parce que sur la suite Adobe, on voit qu'il y a au moins 3 produits de base, voire 4. Comment toi tu vois la courbe d'apprentissage par rapport à ces éléments-là? Alors, la courbe d'apprentissage, bon, évidemment, c'est des logiciels qui sont conséquents, donc il faut un temps d'apprentissage qui va varier effectivement en fonction de la capacité de chacun ou la souplesse de chacun. J'insiste sur un fait qui revient constamment, c'est de pratiquer le plus vite possible. Ça, on le sait, nous, en tant que formateurs, en tant que centre de formation. C'est-à-dire que faites en sorte de mettre en œuvre rapidement ce que vous allez avoir. Mais on peut, moi je sais qu'au terme de 3 jours de formation Photoshop, notamment si on reste sur Photoshop, les personnes sont surprises, extrêmement même agréablement surprises de ce qu'elles sont en mesure de faire tout de suite. Et d'ailleurs, j'ai des retours de ces personnes qui de temps en temps m'envoient leur création et ce qu'elles ont été en mesure de faire. Donc, au bout de 3 jours, par exemple, sur une formation Photoshop, vous serez tout à fait en mesure de corriger des images, de corriger la couleur, la luminosité, l'intensité d'une image, détourer des images et de faire des compositions. Ça, ce que j'ai fait rapidement là tout à l'heure, c'est des choses que vous serez tout à fait en mesure de réaliser au terme d'une formation de 3 jours. Donc, vous serez productif. Alors, vous allez tâtonner, vous allez un petit peu vous accrocher à votre mémoire pour essayer de retrouver le chemin qui va me permettre d'obtenir le résultat souhaité. Mais ça, alors ça, je suis extrêmement catégorique là-dessus. Au terme des formations, vous êtes en mesure de produire, que ce soit InDesign, Illustrator ou Photoshop. OK, donc quelque part, action, formation, action. Et j'ai une question, alors là, c'est un petit peu un comparatif. C'est souvent le comparatif qu'on fait et qu'on nous pose comme question. Photoshop versus Lightroom. Où se situe le combat de coq là-dessus? Alors, en clair, il n'y a pas de coq, puisque ils ont deux usages différents. Mais il faut comprendre une chose. Lightroom, c'est un logiciel de développement d'images, de photos. Un peu comme avant, on allait développer les photos dans un laboratoire. Eh bien, Lightroom, généralement, il est dédié aux photographes essentiellement. Il ne permet pas de faire des montages. Ce qu'on vient de faire là, notamment, c'est pas du tout l'objectif de Lightroom. Par contre, Lightroom, il a une capacité qu'a aussi Photoshop, hein, soyons clairs, puisque le moteur que j'ai utilisé pour corriger l'image, c'est le moteur qui est implémenté dans Lightroom. Donc, toutes les fonctionnalités de Lightroom, vous les avez dans Photoshop. Sauf que Lightroom intègre un petit plus, c'est un gestionnaire de base de données d'images. Donc, vous pouvez classer vos images, les taguer, les structurer, les classer par dossier, par date, par thème, etc., puisqu'il a un catalogueur intégré. Et après, il est là pour corriger uniquement les images ou faire des retouches sur des images. Voilà quelle est sa vocation. Photoshop va beaucoup plus loin. Il permet de faire tout ça, mais en plus, il permet de faire des montages d'une grande complexité, gérer des automatisations, gérer des choses extrêmement poussées en termes de couleurs. Donc, en fait, ils ont des usages différents. Mais Lightroom, il est vraiment dédié aux gens qui font de la photo en priorité,
puisqu'il va gérer leur base de données d'images et leur flux de travail et les corrections de leurs images. Voilà. Merci Maxime, j'espère qu'on a répondu à un certain nombre de vos questions. Donc nous aujourd'hui on accompagne l'ensemble de nos stagiaires sur des formations qu'on qualifie d'initiation. Donc c'est des gens qui ont commencé à toucher les outils et lesquels on les accompagne pour être plus efficients. Et ensuite on va sur des formations un peu plus poussées dont l'objectif est vraiment de vous accompagner chaque fois sur un livrable pour être capable d'être autonome quand vous avez fini une formation chez nous. Ça nous arrive aussi d'accompagner, comme Maxime a pu vous l'évoquer, des équipes en spécifique pour leur apporter un projet, une approche, le développement d'une particularité sur le programme de formation. Maxime, si tu pouvais juste mettre, et on va clôturer là-dessus, la liste un petit peu des formations qu'on a sur cette question-là. On a déjà sur chacun des logiciels, nous avons 2 niveaux d'apprentissage. D'accord. Ouais. Pour les personnes qui n'ont aucune notion de chacun des softs, sur les 4, même j'inclus Acrobat, Acrobat Pro. Et dans Et une version avancée chaque fois. Voilà, il y a une version avancée. Voilà. Mais on voit, alors très rapidement, si vous voyez le slide, on voit sur chacun des logiciels, on voit tout ce qui touche à l'espace de travail, à l'ergonomie pour pouvoir travailler en confort. On voit les notions de colorimétrie, de couleur. On voit toutes les notions de la résolution d'image, enfin tout ce qui pose des pièges aux personnes qui touchent à ces logiciels au départ. Et tout ça, c'est vu systématiquement de façon à ce que vous soyez autonome quant aux notions fondamentales, et que vous puissiez aller d'un logiciel à l'autre, parce que c'est ça aussi la Creative Cloud, pouvoir travailler avec l'ensemble des logiciels pour obtenir le meilleur résultat souhaité dans un temps record, en tout cas un temps réduit. Voilà. Donc, Et on est enfin, vraiment sur des formations action pour qu'à la fin, vous soyez capable de produire vous-même vos supports de manière beaucoup plus autonome. Donc, c'est à la fois de la méthode de travail, de l'entraînement et des bonnes pratiques. Parce que là, on a peut-être pas assez dit, c'est que nous, notre approche, c'est une formation action avec des gens dont le métier, c'est des professionnels qui forment et pas des formateurs professionnels. Ce que j'entends par là, c'est que Maxime, ce qu'il vous a montré, il le fait tous les jours dans le cadre de son autre travail qui est autre chose que formé. Donc il partage son savoir, mais c'est aussi un graphiste, c'est son métier. Voilà, c'est un point clé pour nous. Donc il partagera aussi des expériences, des trucs et astuces, des trucs à pas faire, des trucs à faire. Ça c'est toujours très intéressant pour les stagiaires. Je précise juste une chose, Guillaume, qui va tout à fait dans ce que tu dis, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est des solutions aux gens. Donc tu parles d'action, ce qui est exactement le cas, action et solution, c'est-à-dire vous arrivez avec des problématiques, on est tout à fait en mesure de vous apporter des solutions à travers la formation. Voilà. C'est ce qui est souvent, chacun arrive avec son bagage. Et nous, l'objectif, c'est que vous soyez productif à la sortie de la formation, parce que vous allez apprendre des choses, non pas des tutos tels que vous pouvez les trouver à droite et à gauche, mais des vrais trucs de professionnels qui ont fait leur preuve sur les années d'expérience d'usage. Alors, j'ai une dernière question qui est est-ce qu'on a une formation qui reprend tout ou partie de tous ces logiciels-là? Non, aujourd'hui, comme vous avez pu le comprendre, il y a 3-4 grands produits dans la suite Adobe. Aujourd'hui, ils sont cloisonnés et on le travaille de manière cloisonnée parce qu'on considère que chaque fois, c'est une partie du métier du graphiste. On est en train de travailler sur des formations qui sont plutôt transversales pour des logiques globales dans l'entreprise qui sont pas encore formalisés, qui devraient être formalisés à la fin du trimestre au plus tard. L'idée, par exemple, c'est toutes les bonnes pratiques pour pouvoir faire du contenu digital, comme on a pu le montrer avec Maxime là. Mais il faut tout de même avoir un petit niveau sur au moins quelques-uns des outils pour pouvoir avoir les bases sur ces futurs projets de formation que nous allons avoir. C'est vraiment un point important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors j'espère qu'avec Maxime, on a répondu à d'autres questions. On a des questions aussi sur After Effects. C'est quelque chose que nous aurons à la fin du trimestre. Pour l'instant, on ne l'ouvre pas en inter-entreprise. On l'a fait en intra, mais pas en inter-entreprise. On espère à la fin du trimestre de l'ouvrir aussi en inter-entreprise sur toute cette suite Adobe.
Notre objectif, c'est qu'à la fin du trimestre, on ait tout ou partie de la suite Adobe de manière spécifique ou sous forme atelier action. Ce que j'appelle atelier action, c'est ce que j'aurais évoqué là, c'est se dire, vous faites partie de l'équipe market digital. Initialement, vous avez acheté le flyer que vous voyez derrière Maxime. On vous demande, il faut que ce soit sur tous les médias sociaux sur lesquels on est. Ok, bon. Je vais pas appeler l'agence de com qui s'occupe de ça pour moi parce que ça va me coûter pas une blinde, mais ça va me coûter un peu d'argent et il faut qu'on économise pour plein de raisons. Il faut qu'on soit autonome, il faut que ce soit beaucoup plus rapide parce que l'agence de com, le temps qu'elle réponde, voilà. Donc on me demande de faire ça. On va travailler sur une formation qui ira dans ce sens-là. L'idée, ce sera se dire, c'est quoi mon document source, comment je dois le construire, comment je dois ensuite le dériver, le décupler sur toutes ces plateformes et à quoi je dois faire attention et comment je le fais, comme on a pu vous le montrer, pour gagner le plus de temps possible. Ça sort fin du trimestre. Voilà. Je te remercie Maxime. Je vous remercie à tous d'avoir Merci à été vous. présents. Ce webinaire sera de nouveau consultable en ligne. Vous avez un petit questionnaire à la fin du webinaire auquel je vous invite à répondre. C'est pour avoir un petit peu vos retours. On a dépassé le temps, mais on est généreux chez Vaelia. C'est vrai que c'était très dense déjà la première demi-heure et on voulait vraiment vous montrer 2-3 exemples et vous montrer surtout que c'était simple. Voilà, c'est vraiment très simple. La suite Adobe, c'est vraiment simplifié. Les outils sont d'une interface très très simple et une prise en main qui est beaucoup plus facile que ce que ça a pu être dans le passé. Donc voilà. Avec Maxime, on vous remercie. On vous invite à répondre au questionnaire et on Merci à vous vous. dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.